Nous allons entamer cette deuxième partie de matinée et de table ronde. Après avoir discuté un peu de la pornographie de manière générale, on va un petit peu réfléchir aux normes que la pornographie véhicule. Avec nos trois intervenants suivants que je vous présente comme tout à l'heure. Je présente les trois personnes d'affilée et puis je leur donnerai la parole. Chacune de ces personnes aura 15 minutes de présentation et ensuite à 11h45 nous ferons une table ronde tous ensemble. Alors en premier lieu nous avons Olivier Mageren qui a créé l'association et le lieu nommé le Love Health Center à Bruxelles et pour apporter un élan nouveau de bien-être et d'épanouissement lié à la sexualité, qui nous invite à parler de sexualité en simplicité, profondeur, authenticité et vulnérabilité. Ensuite, nous aurons Camille Warnier, qui est psychologue de terrain et personne trans, qui a un parcours diversifié où les questions de sexualité sont omniprésentes et qui a travaillé notamment 2 ans et demi à accompagner des travailleurs et travailleuses du sexe sur le terrain en région liégeoise. Et pour finir cette matinée, last but not least, nous avons Bethel Mabille, militante queer féministe et décoloniale, qui travaille depuis plusieurs années dans le domaine de l'antiracisme institutionnel et qui est assistante sociale avec un master en sexologie, qui termine en cours un master genre. Merci beaucoup à tous les trois de nous rejoindre et Olivier, je te passe la parole. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être N'oublie là. pas d'activer ton micro parce qu'on ne Alors, t'entend pas. mon micro est activé. Ça marche, je sais pas. Alors, dites-moi. De mon côté, c'est activé. Dites-moi. Est-ce que ça fonctionne? Alors, pour ma part, la caméra et le micro sont activés. Est-ce que vous pouvez faire un signe peut-être de la main pour dire si ça fonctionne ou pas? Laetitia, peut-être tu peux me faire un signe si ça fonctionne? Je vois chez mon collègue Benoît qu'on t'entend. Sur mon propre ordinateur, je ne t'entends pas. Et tout le monde en plus dit qu'on entend ça. Et Twitch dit qu'on t'entend. Donc vas-y, continue et moi je vais régler mes problèmes. D'accord, ok, merci Laetitia. Merci Benoît et bonjour à toutes et à tous. Alors oui, c'est un sujet vraiment passionnant. Donc la thématique pornographie, jeunesse et comment finalement en parler de toute cette thématique avec une approche non pénétrative. Alors je vous montre simplement où je suis là et en fait vous voyez sur ma table j'ai plein de notes et en fait j'ai eu voilà, pour me choisir un peu toutes les thématiques, c'est pas évident parce qu'on peut on peut en parler des heures. Et quand je parle de cette thématique avec les jeunes, on part rapidement sur une session d'1 heure ou 2. Donc on va essayer de faire ça en un quart d'heure. Déjà, la première chose qui me vient à l'esprit, et c'est pour ça que vous voyez que mon regard part vers la droite parce qu'en fait j'ai mes notes là qui sont là à côté, c'est que j'adore parler de pornographie avec les jeunes parce que c'est un sujet super intéressant qui ouvre un dialogue d'office, quoi. Évidemment, l'intérêt des adolescents, des jeunes varie en fonction d'âge. On n'a pas la même expérience, le même intérêt à 13, 15, 17 ou 19 ans, ça va de soi. Et les intérêts vont très variables parce qu'à 13 ans, ils sont très intéressés avec plein de questions bien spécifiques. Peut-être qu'à 15, 16, un peu moins, mais par contre, ils iront vers le slow sex. Souvent, quand je dis, voilà, je suis coach en slow sex, ils sont très, très curieux. Ils disent, ah, enfin, des adultes qui vont nous parler vrai, authentique. Et d'ailleurs, ça amène, en fait, dès qu'on parle de pornographie, d'évaluer soi-même si on est déjà à l'aise avec la thématique et avec sa propre sexualité, parce qu'on est tout de suite challengé ou en tout cas invité par les jeunes à dire et toi t'en es où? Et on a souvent la question qui vient rapidement et toi t'as déjà essayé ou qu'est-ce que t'en penses et qu'est-ce que tu peux nous dire? Et ils testent tout de suite la crédibilité, mais aussi ils parlent en fait de leur centre d'intérêt, donc c'est un moyen de rebondir très très rapidement en fait sur leurs intérêts. Et ça révèle énormément de choses sur eux comme sur nous finalement. Et le porno éveille tout de suite des choses. Donc on peut déjà leur dire, bon écoutez, quand vous pensez porno, fermez les yeux, vous pensez déjà à quelle image ou à quelle scène vous pensez. Quelles sensations s'éveillent dans vos corps. Donc on peut ramener déjà plutôt dans le corps plutôt que dans le mental. Puis on peut ramener aux questions, aux idées, aux curiosités. Et en fait c'est un outil efficace et puissant que j'adore utiliser. Et c'est assez paradoxal de me proposer pornographie et sexualité non pénétrative, parce que quand je prends des exemples de mind map que j'ai gardé ici chez moi, d'exercices que j'ai fait avec des étudiants, en fait on voit que la pornographie c'est une porte d'entrée fabuleuse
pour parler de tout sauf de la pénétration presque. On en parle, mais en fait, ça devient vite accessoire parce que les thématiques qui ressortent, on parle de douleur, est-ce que ça fait mal, on parle des sex toys, on parle de la psychologie, qu'est-ce qui est choquant, est-ce qu'on peut tomber enceinte, qu'est-ce qui excite, on parle des pulsions sexuelles, de la masturbation, des valeurs, des choix, de l'égalité homme-femme, du consentement, des drogues, de l'usage des doigts, est-ce que c'est sale, c'est propre, des problèmes d'érection, de l'hygiène, des mythes, des questions, des postures, des sites internet. Donc on voit en fait que ça ouvre un champ des possibles colossal et c'est juste à l'animateur en fait d'être suffisamment à l'aise pour rebondir et naviguer vers où les élèves ont envie d'aller. Donc moi j'invite tout le monde à oser parler vrai en fait, de simplement être authentique parce que quelque part ce qui est bien dans le porno c'est qu'en fait ça paraît simple, on est c'est simple et c'est intense. Et donc quelque part, si on n'est pas à ce niveau-là de dialogue, quelque part il y a une déception quoi. On parle vraiment du concret et puis si l'animateur dévie, on sent tout de suite que l'énergie de la salle ça baisse et puis disparaît. Comme c'est un sujet que j'ai souvent abordé, que j'ai fait d'autres conférences, je vais faire des éléments plic-ploc. J'ai plusieurs thématiques là qui me viennent à l'esprit. Et donc effectivement, quand on parle de pornographie, ça paraît simple et intense. Et je me dis, ben oui, qu'est-ce qui dans la vie de tous les jours, même dans notre vie professionnelle, familiale ou autre, qu'est-ce qui est aussi simple et intense que finalement, on va dire la pornographie ou la sexualité? Moi, je pose la question aux gens, comment vous arrivez à mettre autant de bonheur, d'intensité, de joie de vivre, de vitalité, de créativité, d'impulsion, de connexion et d'envie d'aller vers l'autre que dans la sexualité? Évidemment, quelque part, comme on l'a dit tout à l'heure, la sexualité est utilisée de plein de manières pour relâcher du stress. Il y a plein d'usages de la sexualité et c'est très chouette. Mais le porno a d'autant plus de côté appétitif, en fait, parce que déjà dans la société en temps normal, cette simplicité, elle n'est pas facilement accessible en fait. Encore moins dans la relation. Et en plus, c'est d'abord un parcours personnel, ça j'y reviendrai tout à l'heure. Un point qui m'a interpellé aussi de suite, c'est de se dire que le mot pornographie, d'après ce que j'ai lu et compris, le mot porno vient du mot pornes, et donc ça veut dire vendu, donc esclave, donc c'est un terme qui est assez lointain, mais ça veut dire qu'effectivement, étymologiquement parlant, quelqu'un de vendu comme un esclave, il est esclave de son temps, de son corps, de tout, et donc de sa sexualité, et donc on peut abuser de lui. Et il y a ce côté où, moi j'invite les jeunes à dire, prenez votre souveraineté, la pornographie est explicite, mais déjà elle nous montre partout. Et dès qu'on rentre dans le détail, on voit bien qu'on sort en fait des images, mais on va sur des questions beaucoup plus profondes. Et qu'en fait, ça amène simplement à chacun à faire des choix créatifs, de savoir ce qui le fait kiffer de manière unique par rapport à lui-même. On parlera des zones érogènes tout à l'heure, mais ça en fait partie. On est tous câblés d'une manière très très différente. Et quelque part, l'autre via la pornographie, il vient quelque part, on peut être réceptif et accepter la créativité de l'autre qui nous propose via un média quelconque, audio, visuel, une photo, peu importe, il y a divers médias. Mais par contre, moi, je challenge aussi les jeunes de dire, ok, on parle de plaisir, d'orgasme, de satisfaction, de relation, mais comment vous feriez pour montrer autre chose que la pénétration, par exemple? Parce que ça paraît simple, mais si je prends l'exemple, et j'ai déjà utilisé dans une autre conférence, je connais une personne qui, par exemple, un de ses moments préférés, c'est la détumescence, donc là, quand l'homme perd son érection. Donc il y a une pénétration, mais c'est à la fin ou pendant l'acte, mais elle adore quand l'homme perd son érection à l'intérieur. Elle adore ça. Mais moi, je challenge les jeunes à dire comment vous metteriez ça en image, quoi. Parce que ça se voit pas. Comment en fait mettre en scène et à l'écran, même en vidéo, quelque chose qui en fait qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre bain hormonal, dans nos sensations. Alors, moi, j'invite les jeunes déjà à être curieux. Moi, j'invite les adultes aussi à partager leur expérience, parce qu'en fait, ça, on ne peut pas le savoir quand on regarde un porno. C'est très très difficile. Il y a rarement autant de paroles ou en débriefing, on dit en fait j'ai envie de ça, ça, ça. De toute façon, les gens ils n'auront pas écouté ça. Ça marche pas. Donc c'est bien, le porno ouvre la porte d'entrée. Donc, moi je dis bravo, merci. Le porno ouvre toutes les portes. Et après, moi, je peux venir avec des sujets d'intérêt qui sont collatéraux en fait. Et même parfois on se dit oui, mais comment on va exprimer un désir? Oui, c'est souvent fait. Mais pourquoi pas? Enfin, en anglais, on dit fake it until you make it, c'est-à-dire simule jusqu'au moment où tu y arrives. Mais on apprend via ça. Un enfant, il va imiter un adulte jusqu'au moment où il y arrive. Quand il cuisine, quand il fait du vélo, quand il fait du sport, peu importe, quand il fait de la peinture. Donc, on imite jusqu'au moment où on y arrive. Donc, au plus on imite quelque part l'acte sexuel, on peut aussi se rendre compte de ses limites. On met son corps en mouvement, on respire, on fait des cris, et puis oser être soi-même, parce que c'est vrai que dans les pornos, on voit
que par le corps il vit, on s'exprime librement, mais est-ce que les jeunes, ils accepteront de vivre librement dans leur acte et seuls ou avec le partenaire? Est-ce qu'ils s'autorisent en fait à être dans cette fluidité qui paraît si simple? On se rend compte que c'est pas si simple que ça. Et donc, on a envie d'aller vers ce plaisir, mais en fait, on ne donne pas du plaisir. On peut s'offrir au plaisir et que le partenaire y contribue, mais c'est soi-même qui acceptons via notre mental de recevoir le plaisir, et c'est pas l'autre en fait. Je regarde quand même l'œil sur le temps parce que ça passe très vite. Alors déjà, donc je reviens sur le terme pénétratif. Alors je vous demande simplement d'imaginer une scène non pénétrative. Franchement, c'est pas évident. Et dès qu'on parle de côté un peu métaphysique, on se dit ok, tout de suite on pense à la masturbation et fantasme. Mais ça, je vais pas parler trop parce que de toute façon c'est déjà bien connu et je crois que tout le monde va s'ennuyer si on parle de ça. Mais par contre, si on dit, même si on prend l'exemple de la fellation d'un cunnilingus, on pourrait même dire que on est sur une pénétration de la vulve, puisqu'en fait on rentre dans l'univers de la vulve. Donc en fait on pénètre la sphère de l'autre. Quand on est en relation, il y a une attirance vers l'autre, et donc il y a quand même un événement de pénétration en fait, qui est subtil. Mais si on agit, si on croit que quelque part entrer en relation avec l'autre c'est aussi facile que une pénétration qu'on voit dans le porno, ben en fait je suis pas sûr que ça va fonctionner, parce qu'en fait la qualité de présence, l'attention, l'intention, elle est pas là. Si on se dit ok, je vais pas aller vers la pénétration, je vais pas pénétrer tout de suite parce qu'on sent bien qu'il faut être excité, qu'il faut avoir un consentement, qu'on a envie. Oui, mais comment tu gères tes mots, les textes, le regard, le toucher avec l'autre, comment tu vas érotiser tout ça, comment tu vas apprendre le langage de l'autre aussi, parce que par exemple il y a des personnes qui adorent par exemple une claque érotisée quelque part, une claque sur les fesses, ça peut être un stimulateur énorme pour certaines personnes. Mais comment décoder ce jeu de langage avec le partenaire? C'est extrêmement difficile s'il n'y a pas ce dialogue en fait. Un bisou par exemple, pour certaines personnes ça peut être extrêmement pornographique, c'est choquant dans la rue de dire ce bisou là en fait celui-là il me choque, celui-là ça passe, mais celui-là en fait il me choque. Pourtant on n'est pas dans une sexualité pénétrative, quoique la langue dans la bouche, de toute façon je crois qu'on rentre toujours dans la sphère de l'autre et on est dans ce jeu de dialogue et c'est omniprésent. Mais en fait ça devient dérangeant à partir du moment où il y a de l'intensité et du désir. Mais c'est ce qui plaît dans le pornographie. Il y a de l'intensité, du désir et de la présence quelque part. Voilà, c'est ce qui est transmis à l'écran, mais c'est ce qu'on recherche en fait. Si un bisou, on arrive à le faire, un French kiss de manière hyper sensuelle qui donne vraiment envie, l'intensité et le désir sont tellement là que vu de l'extérieur, oui, ça paraît tellement érotique que ça peut déranger tout le monde dans la pièce en fait. C'est extrêmement facile. Et donc tout dépend de notre association. Tout est subjectif en fait. Et quelque part, comme on disait tout à l'heure, au niveau psychologique, les filles associent plus le fait de faire l'amour, enfin l'acte sexuel comme un acte d'amour, de complicité, alors qu'en fait on peut l'utiliser par plein d'autres manières. Donc on voit bien que l'association qu'on fait par rapport à l'acte est fondamentale. Et par exemple, si on prend les zones érogènes, on parle de zones érogènes primaires, secondaires, tertiaires, parce que simplement dans le cerveau elles sont limitrophes. Par exemple, on sait que la zone génitale, elle est très proche des tétons, chez les hommes comme chez les femmes. Donc chez les hommes, ça peut être un déclencheur d'orgasme ou d'éjaculation, par exemple, aussi. Mais c'est très proche des gros orteils aussi. Donc on sait, c'est pour ça que quand on regarde les livres, on voit les zones érogènes. Et là, on n'est plus dans la pénétration. Vous voyez bien, on est dans une sexualité tout autre, de découverte de soi et de l'autre. Mais dans les zones érogènes primaires, la zone génitale, la zone anale, ça va de soi. Il y a aussi l'arrière de la nuque, par exemple. Il y a l'arrière des genoux, les creux des genoux, les pieds. Après, il y a aussi l'intérieur des cuisses ou l'arrière des cuisses, ça dépend des personnes, c'est un peu intermédiaire. Puis il y a les zones secondaires, c'est-à-dire que quand les premières zones sont vraiment excitées, on peut plus facilement ressentir des sensations fortes dans les deuxièmes zones et puis dans les troisièmes zones. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'on a suffisamment connu son corps, on parle du toucher et donc de la peau, cette enveloppe qui ne fait qu'une seule pièce en fait. Et donc c'est très facile en fait de toucher une zone du corps et d'avoir des frissons jusqu'à l'autre extrémité en fait. Si notre corps n'est pas segmenté, qu'il est connecté, qu'il est relié, qu'on se sent un avec nous, sans rejeter, sans avoir honte de quoi que ce soit, quand on touche une zone, on peut avoir des frissons partout. Et on se rend compte que cette zone primaire, secondaire et tertiaire, plus on joue avec, et plus en fait on peut avoir un corps vraiment érogène et qui prend du plaisir à beaucoup de sensations. Et ça, je trouve ça vraiment fabuleux. Et donc ces zones érogènes, c'est déjà un sujet de discussion super intéressant avec les jeunes. Après, de manière très spécifique, je regarde vite le temps, un exercice très simple, c'est mettre la main sur le sexe, tout simplement. J'en parlais dernièrement avec des différentes personnes, mais c'est vrai que c'est juste magnifique, la connexion d'intimité qu'on a si l'un et l'autre, on met la main sur le sexe, peu importe son genre,
qu'on soit hétéro, homo, transsexuel, enfin LGBT, tout ce qu'on veut, enfin peu importe, on met la main sur le sexe du partenaire. Évidemment, la zone génitale est la zone primaire, donc la plus érogène, la plus excitable au départ, et on voit vite qu'on passe dans un dialogue d'intimité, un dialogue subtil et de présence qui est intense, et si on laisse l'exercice, si on reste comme ça 2 minutes, on se rend compte qu'en fait, il y a un langage corporel qui se met en place et qu'il y a une érection ou une lubrification qui a lieu. Parce que simplement, c'est un langage du corps, on le laisse faire et que certains hommes arrivent à avoir des érections simplement, même sans fantasme, sans rien du tout, juste mettre la main sur le sexe de l'autre. Faites l'expérience, vous verrez que ça peut être assez fantastique d'expliquer. Mais simplement, on met la conscience, donc il y a un afflux de sang et donc possiblement une érection, une lubrification. Tout ça s'explique assez facilement. Ensuite, dans la sexualité non pénétrative, il y a aussi le mouvement du corps, ça c'est super gai. De jouer avec l'érection, enfin la tumescence, érection vaginale ou clitoridienne ou pénienne, peu importe, hein, mais je veux dire, jouer sur l'érection, c'est super chouette. Combiner les zones du corps aussi, les postures et l'environnement, par exemple, recevoir des caresses sexuelles en étant pris par le ventre, les cuisses ou bien les pieds ou la nuque, enfin quand on se sent enveloppé par la chaleur du corps de l'autre. Enfin, c'est l'ensemble des sensations qui peut parfois nous transporter tout ailleurs. C'est comme quand on reçoit un massage d'une personne, on est focalisé sur ce qu'elle fait et limite on va dire oh il fait pas ça bien ou c'est pas ça que j'ai envie, on a dans notre tête. Par contre, je vous assure, vous recevez un massage à 4 mains ou à 6 mains, à un moment si c'est bien fait, votre cerveau il déconnecte parce qu'il sait plus savoir qui vous touche et qui est sur quelle main ou quoi que ce soit. Et donc à un moment vous vous lâchez à l'expérience et il se passe quelque chose de fantastique. Et c'est la même chose que quand vous arrivez dans la relation sexuelle avec l'autre, où vous touchez à la fois les zones génitales, mais le reste du corps avec tout. Vous pouvez toucher l'autre avec le... C'est fini? Non. Il me reste 3 pages au moins. Peut-être un dernier conseil, 1 minute? Ouais? Allez, je voulais parler de slow sex, je voulais parler aussi du fait que la pornographie c'est chouette, mais en fait c'est un arrêt sur image. Les gens ils sont frustrés parce qu'en fait ils voient que c'est simple, c'est facile, c'est efficace, mais en fait c'est juste une scène, mais il y a toute une histoire derrière. Donc il y a l'outil de la cartographie érogène qui est spécifique à chacun et tout le monde peut réagir autrement, mais il y a aussi comment les gens sont arrivés à avoir ce rapport sexuel. Qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui se passera après, qu'est-ce qui est dans leur histoire et de se dire en fait pour y accéder, c'est important de se donner les habilités d'y arriver. Et puis, sexualité, c'est aussi plaisir avant tout, et orgasme, et c'est 2 choses différentes. Donc, simplement distinguer que le désir, c'est une chose, l'excitation, c'est une autre, le plaisir, c'est une autre, le déclenchement de l'excitation est une autre, l'éjaculation, c'est autre chose, l'orgasme, c'est autre chose, et le déclenchement de l'orgasme, c'est autre chose. Donc, à la fois, ces éléments et les déclencheurs sont chaque fois spécifiques, parce qu'on peut être excité par un déclencheur, mais c'est pas le même déclencheur qui va nous faire éjaculer ou orgasmer, que ce soit homme ou femme. Et donc, on voit bien qu'on est tous câblés différemment, et qu'on peut rajouter des mouvements, des parfums, des morsures, du son, des contraintes. Enfin, si on pense par exemple au corgasme, c'est une fatigue des corps abdominaux pour avoir des orgasmes, mais sans rapport avec l'autre. En fait, c'est un afflux d'endorphines et qui crée des sensations génitales et corporelles fantastiques. Voilà, on voit bien que plaisir et orgasme sont 2 choses différentes et qu'on peut avoir une pénétration sans plaisir, sans orgasme, sans excitation. Voilà. Bon, j'ai couvert une partie. Quand même c'est intense, c'est super amusant. Merci beaucoup Olivier, mais c'est vrai que 15 minutes c'est très court et on aimerait bien vous écouter pendant des heures. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, ça va. Moi j'ai eu un petit souci de son. Je passe directement la parole à Camille. Vas-y. Oui, est-ce que je suis audible? Est-ce que tout est clair? Tout à fait, vas-y, on t'entend bien. Je vais juste couper Twitch dans mon truc parce que, au secours, sinon de m'entendre en écho, c'est abominable. Voilà. Ok, donc moi je vais un peu débroussailler le terrain sur les questions des transidentités dans la pornographie, de la représentation des transidentités. Je trouve ça personnellement quand même très très drôle de faire ça au lendemain de la journée de la visibilité trans. Donc on va faire des trucs très visibles. Mais avant tout, je trouve qu'il faut un peu ici qu'on défriche le terrain, et c'est ça que je vais tenter de faire en un quart d'heure, parce que c'est pas si facile. Et je trouve qu'en fait, on part déjà de la difficulté de parler jeune, de parler porno à la jeunesse, mais alors parler porno trans à la jeunesse, c'est l'autre bout du monde, et à mon avis, beaucoup de gens ne savent pas exactement ce qu'on cerne par porno trans ici au sens large. Et donc pour recerner, aussi niveau, quand je parle porno ici,
je vais surtout parler de la pornographie mainstream en ligne, simplement parce que c'est la plus directement omniprésente. Et je parle en tant que psy, que personne trans qui a pas mal travaillé avec les TDS sur le terrain. Maintenant, je n'ai pas d'expertise spécifique sur la pornographie. Et donc, qu'est-ce qu'on dit quand on parle de corps trans? En fait, on parle de corps transgenre, mais il s'agit surtout de corps queer. C'est-à-dire qu'en fait, on est surtout sur le corps, et ça va être en grande partie les personnes qui ne correspondent pas aux normes, entre guillemets, mâles et femelles, et c'est vraiment le corps qui va être au cœur ici de la pornographie. Et donc, ce que je vais tenter de vous montrer sur ce quart d'heure, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de représentations qui vont croiser d'autres normes sociales, y compris malheureusement quand elles sont patriarcales, sexistes, racistes, mais qu'il y a aussi plein d'ouvertures, et donc le porno, c'est vraiment un terrain fort nuancé pour cette approche des corps non-binaires. Alors, quand on regarde pour le porno trans et pour le porno queer, et enfin voilà, pour le porno entre guillemets hors norme cisgenre sur Internet, la première chose dont on se rend compte, c'est qu'il y a des codes qui reviennent, et qui sont des codes généraux du porno, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de vidéos solo, mais souvent, dès qu'il y a deux personnes ou plus, il y a quand même un schéma dominant qui est la pénétration, soit de la personne transgenre, soit par la personne transgenre, par exemple, et il y a aussi très très souvent le schéma classique que vous connaissez sans doute tous et toutes de caresse, orale, pénétration, une forme d'éjaculation orale ou non, etc. Un autre constat sur des choses qui sont très très en commun avec le reste de la pornographie, c'est qu'il y a vraiment une surreprésentation des personnes qui sont taguées comme girl ou women par rapport aux personnes taguées male au sens large. Les hommes transgenres, ils existent. Moi, j'en croise pas au jour le jour. Dans le porno, c'est pas autant le cas, et ils sont quasiment absents en proportion. Et vraiment, quand je fais mes recherches, on tombe à un ratio d'à peu près 10:1, c'est-à-dire 10 actrices estampillées comme femmes transgenres, par exemple, pour un acteur estampillé comme homme transgenre. C'est pour ça aussi que je vais surtout parler ici au féminin par défaut, assez régulièrement, parce que ça représente une très large majorité. À notre époque contemporaine, il y a une représentation qui est vraiment la plus courante, c'est celle de la femme transgenre qui est hormonée, mais sans opération génitale. Donc, on va le dire platement, c'est une femme dont le corps doit se rapprocher de l'idéal féminin traditionnel dans la pornographie, donc de la minceur, de la blancheur, des traits fins, un côté soit sulfureux, soit mignon, soit une combinaison des deux, mais avec un pénis en bonus. C'est le petit plus qui fait tout. Et c'est ici aussi, en fait, que les transidentités peuvent se recouper avec ce côté d'objectification, et patriarcale du porno, c'est-à-dire que même en cherchant quelque chose de différent, on va quand même chercher quelque chose énormément la plupart du temps qui correspond à ce qu'on retrouve classiquement. Et on peut noter que le public cible pour ce genre de choses, pour les femmes trans, c'est-à-dire, c'est vraiment des hommes cis se définissant comme hétéros, selon les statistiques. Et du côté des mots de recherche, alors ça va être tout ce qui commence par trans, y compris transsexual, transgender, sachant qu'en un sens, contrairement à dans la communauté militante par exemple, transsexual peut être adapté ici vu qu'on se centre surtout sur le corps et la génitalité. Ça va être aussi tout ce qui est trap, tout ce qui est she-male, tout ce qui est T-girl, TS, T-male, etc. Et ça va nous mener à un second recoupement, c'est qu'il y a un côté exotique et un côté un peu fétichiste qui est très très présent, et ça va parfois se mêler au racisme. Avec un exemple de fétichisation croisée, c'est les ladyboys. Alors les ladyboys, c'est des personnes qui ont le même type de corps que mentionné précédemment, c'est-à-dire un corps estampillé féminin, hormoné, mais sans opération génitale. C'est souvent associé à la Thaïlande et à l'Asie en général, parce que pour les Occidentaux, l'Asie est un pays. Mais en fait, souvent, c'est une vision très associée à la prostitution, au porno et au tourisme sexuel, qui n'est pas forcément représentatif de la réalité sociale sur place, où les ladyboys peuvent faire l'objet d'une catégorie sociale à part entière et ne pas avoir la même stigmatisation que les transidentités l'ont ici.
Mais donc, on a quand même ici cette idée qu'il y a une double fétichisation. Il va y avoir à la fois sur un corps hors norme et sur un corps racisé. Et j'aimerais citer aussi un autre cas de frange qui a tendance à être populaire parce que c'est un cas assez intéressant. C'est le futanari. Alors, qu'est-ce que le futanari? C'est issu du hentai, c'est-à-dire du manga japonais. Le futanari, ce sont des femmes cisgenres, c'est-à-dire des personnes qui ont une vulve et un corps de femme cis, mais aussi un pénis en plus. Donc, ce sont des choses qu'on ne croise. Ce n'est pas comme de l'intersexuation. On ne croise pas ça dans la réalité quotidienne. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce qu'il était intéressant de noter que c'est le 10e terme le plus recherché sur les stats de Pornhub en Russie. Et donc ça veut dire que par exemple dans un pays où la propagande LGBT est interdite, par contre il va y avoir des recherches très massives sur une version dessin animé ou bande dessinée de corps queer. Et il y a aussi tous les cas de franges, c'est-à-dire par exemple ce qui est sissy ou femboys, qui va être plus dans le transvestissement ou dans un contexte gay, ou des personnes qui ont un corps reconnu comme entièrement masculin, mâle plutôt, mais une identité de genre vue comme féminine. Tout ça pour dire, on parle corps queer, il y a beaucoup de diversité dedans évidemment, et on pourrait se dire comme ça à vue de nez que ça dresse un portrait assez noir de représentation des corps queer dans la pornographie, c'est-à-dire qu'on va dire il y a un côté exotique, il y a un côté de fétichisation, on voit pas spécialement le mec trans, ça se mêle parfois à des schémas très classiques et très oppressifs, il y a des choses qui s'entremêlent avec nos constructs racistes. Quid de qu'est-ce qu'il en est de l'empowerment là-dedans? Et on voit bien dans la plupart des pornos qui concernent des corps queer que ça a été fait vraiment pour le regard du mec cis, c'est-à-dire d'un homme qui a une identité de genre masculine. Mais il y a plusieurs nuances à apporter, et je crois que c'est là évidemment que ça devient plus intéressant en proportion. D'abord, le porno, c'est un lieu où les corps qui sont hors de la norme sont plus facilement représentés. Les transidentités, alors transvestissement et travestissement, je vois le Twitch en parallèle, il n'y a pas de vraie différence. En fait, c'est le même prémisse, mais simplement qui est traduite de façon différente. Mais il n'y a pas de différence pratique ici. Pardon, je reviens donc. Dans la sphère pornographique et du travail du sexe, les transidentités sont beaucoup plus représentées depuis beaucoup plus longtemps qu'elles ne sont dans la sphère mainstream. On n'a pas spécialement entendu des films comme Girl et Danish Girl, par exemple, pour qu'en fait on fétichise des corps trans. Et quand je travaillais avec des travailleurs et travailleuses du sexe directement dans les salons Henri, etc., on avait tendance à dire que, au final, quel que soit le corps, c'est sans doute le fantasme de quelqu'un. Et il y a quelque chose de très qui donne beaucoup de pouvoir dans ça, c'est-à-dire que même sous l'angle de la fétichisation, se sentir représenté et désirable pour soi-même tel qu'on est, dans son propre corps, ça peut être quelque chose de très positif. À la fois pour la normalisation des transidentités, on voit que c'est répandu, et pour se sentir représenté en tant que personne concernée. Autre point que j'aimerais faire remarquer, moi ici en tant que psy aussi, c'est que souvent on parle de fétichisation uniquement quand un corps est hors de la norme. Quand un corps correspond à la norme, si quelqu'un dit je préfère les brunes, je préfère les fortes poitrines, je préfère les hommes grands, etc., on va dire c'est pas un fétiche, c'est une préférence. Par contre, quelqu'un qui dit je préfère les corps trans ou racisés, d'entrée de jeu, ça va être vu sous l'angle de la fétichisation, et parfois, c'est une opinion personnelle, j'ai comme l'impression que ça sert à stigmatiser indirectement parce que c'est comme si en fait on ne pouvait pas aimer les corps transgenres et les corps queer et la non-binarité pour elle-même sans la fétichiser. Or c'est parfaitement le cas. Ce qui me mène à un deuxième point positif. Ok, Laetitia, j'arrive au bout, t'inquiète pas. 2 minutes et demie grand max. C'est que les espaces commentaires en général ils sont très valorisants. C'est-à-dire que les acteurs et actrices sont valorisés. Parfois, ce sont non pas tant les corps que les interactions qui sont valorisées. Des personnes font notamment ça en couple et on dit vos interactions c'est génial, le care c'est beau, etc.
L'identité de genre est respectée, ce qui est beaucoup plus le cas que ce qu'on peut dire dans beaucoup d'autres terrains. Et le débat habituel du is it gay d'être attiré par des personnes, par exemple par des femmes trans, en général se résout par non, ce sont des femmes, donc il n'y a pas de problème. Et enfin, ça brise des tabous de pratique. Je vous ai dit qu'il y avait un code type souvent respecté, mais il y a plein d'ouvertures qui se montrent aussi. Il y a souvent du care, du soin de l'autre qui est présent. Les corps transgenres, ils peuvent être pénétrés, pénétrants, dominés, dominants, se mêler entre eux ou avec les corps normatifs. Et au final, ça montre des ouvertures. Et en conclusion très personnelle, comme ça on va tenir le timing, je crois que la pornographie, ça a un potentiel formidable. Ça ne le montre pas encore parce que c'est très cadenassé par plein de codes néfastes, mais il y a un terrain énorme pour la body positivity chez les parcours queer, non-binaires, trans. Ça permet de sortir de l'idée que les opérations génitales intégrales sont nécessaires pour être légitimes ou pour une vie sexuelle épanouie. Et voilà, et je ne peux que vous conseiller, en ultime conclusion de 5 secondes, de notamment regarder ce que fait Buck Angel, qui est un homme transgenre, acteur porno, qui fait maintenant de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle spécifiquement pour les hommes transgenres, ou par exemple Venus Lux, qui a fait sa propre boîte de porno, où les acteurs masculins ainsi sont essentiellement passifs, ce qui est un twist assez intéressant. Voilà, merci à tous. Merci Camille. Je passe. Alors je vois qu'il y a des personnes dans le chat qui ont mis les liens avec Buck Angel qui a été cité, donc n'hésitez pas à contribuer. Je passe la parole à Bethel. Vous m'entendez? Et on t'entend. Pas très fort, mais on t'entend. Trop bien. Moi, je vais essayer de vous partager mon écran parce qu'en fait, je suis beaucoup plus visuelle et du coup, j'aime bien que tout le monde voit mes notes. Alors, on te voit toujours toi. Voilà, je crois que c'est en train de s'afficher. Ça n'apparaît pas. Ah non, ça n'apparaît pas. En fait, ton image est fort pixelisée. Le volume est fort faible. Est-ce que tu nous entends toujours? On ne t'entend pas en tout cas, Bethel. Moi, je t'entends. Ah, tu nous entends. Très bien. Écoute, ça charge. Pour le moment, on voit... Ah, il y a écrit chargement. Voilà. Alors, sur le chat, on confirme voilà. qu'on t'entend vraiment très faiblement. Donc, je viens de mettre à 200% son volume sur Discord. Ah, mais la technique a augmenté ton son. Vas-y, on t'écoute. Vous voyez mon écran? On le voit, oui. Trop bien. En fait, il y a pas mal de choses que Camille a déjà dit. Et donc, c'est intéressant parce que on voit qu'il y a vraiment des parallèles et des regroupements qui peuvent être faits. Mais moi, je vais essayer de me centrer sur la fétichisation et l'exotisation des corps racisés et des corps noirs dans la pornographie. Alors, mon point de vue, il est clairement situé parce que, comme Laetitia a dit dans ma présentation, je suis une militante, je suis féministe, queer et une militante décoloniale. Je suis ultra pour la pornographie, qui est pornographie féministe et queer. Donc voilà, peut-être que si j'avais été une autre personne avec un autre background, peut-être que j'aurais parlé autrement. Mais là, comme ça, vous voyez un peu où je me situe. Comme Camille, en fait, moi, je vais parler de la pornographie mainstream, donc celle qui est vraiment très facilement accessible. À chaque fois, je suis hyper surprise de la facilité avec laquelle on peut arriver sur des sites porno, et celle qui reproduit en fait ce schéma sexuel qui a déjà été dit, hein, mais de la pénétration, une fois que l'homme cis a éjaculé, c'est terminé. Enfin voilà. Donc c'est une vision de la pornographie, une vision pour les hommes cis en fait de la pornographie, pour les hommes cis et par les hommes cis d'ailleurs. Alors donc moi je vais vous parler de la fétichisation et l'exotisation et ça se regroupe de manière plus générale dans la question raciale et la question du racisme. Et donc ce qu'on remarque dans la pornographie mainstream, c'est qu'on retrouve toute une série
de rapports de pouvoir, de rapports de domination, comme le racisme, mais aussi plein d'autres choses. Camille a parlé de transphobie, d'homophobie, mais on retrouve aussi de la grossophobie, du sexisme, du validisme, etc. Et en gros, la pornographie est hyper intéressante parce qu'en fait, dans les catégories pornographiques, on retrouve un petit peu toutes les personnes qui sont soit en marge de la société, soit les personnes qui vont être potentiellement discriminées en fait dans la société. Donc des personnes, on retrouve les catégories noires, enfin ebony ou black ou voilà, catégorie arabe, beurette, toute une série de choses comme ça. Et puis après sur aussi d'autres choses comme la religion. Donc on peut aussi trouver des catégories juste avec souvent personnes musulmanes, principalement les personnes qui portent le foulard, et voilà. En très gros résumé, j'aime bien dire que si vous n'êtes pas une catégorie pornographique, vous êtes probablement en fait privilégié dans la société. Et donc là, j'ai mis en fait une étude qui a été faite sur le site Pornhub de 2018. Qui montre qu'en effet, les 5 catégories qui étaient les plus recherchées en France, c'était donc lesbienne, anal, mature, ebony, donc noir, enfin ebony, ébène, noir, et threesome, donc les plans à 3, comme on dit. Alors la fétichisation et l'exotisation, donc font partie. Moi, je ciblé principalement sur la question du racisme, mais ça peut aussi toucher d'autres personnes. On a parlé des personnes trans, ça peut toucher aussi les personnes grosses, enfin voilà, toute une série de personnes qui peuvent être fétichisées. Mais moi ici, donc je vais vraiment vous parler de la question raciale et du racisme. Et en fait, au racisme, on voit deux versants. Donc un côté où on a plutôt la phobie qu'on peut un peu caricaturé en disant que c'est plutôt le rejet, et la philie où là on a plutôt la fétichisation et l'exotisation. Donc pour donner un exemple avec le racisme anti-noir, on parle de négrophobie et de négrophilie. Donc la négrophobie, c'est vraiment l'association en fait de toute une série de stéréotypes envers les personnes noires, qui sont des stéréotypes qui sont plutôt négatifs et qui entraînent des discriminations plutôt à un niveau structurel, donc au niveau de l'accès au logement, au niveau de la représentation, au niveau de l'accès à l'emploi, aux soins de santé, etc. Et puis la négrophilie, ça va être l'association de toute une série de stéréotypes qui, eux, sont perçus comme positifs, mais qui, au final, restent du racisme, et qui vont être, par exemple, je sais pas moi, que les Noirs savent très bien danser, et donc j'ai envie d'avoir un partenaire noir pour qu'il m'apprenne à danser, je ne sais pas quelle danse, enfin voilà. Donc là, on a un côté plutôt de négrophilie, qui est pas forcément dans le rejet, qui est plus dans cette personne va m'intéresser parce qu'elle est noire, et donc je vais projeter toute une série de stéréotypes sur elle, sur son corps, sur sa culture, et c'est en fait c'est ça qu'on appelle la fétichisation et l'exotisation. Donc la fétichisation, c'est vraiment percevoir une personne via une caractéristique de son identité, donc par exemple sa race, sa couleur de peau, et associer à cette partie de son identité en fait toute une série de stéréotypes. Et dans la fétichisation, en fait, cette perception, elle peut Alors, on voit toujours bien le PowerPoint de Bettel, mais après le mot fétichisation, on n'a plus rien entendu. C'est un mot qui a été répété plusieurs fois. C'est un petit peu embêtant. Elle a frisé, oui. Ouais. Donc oui, dans cette présentation, parlait un petit peu plus de de toutes les normes qui imprègnent la pornographie et qui sont comme
comme on l'a dit tout à l'heure, que la pornographie est le reflet de notre culture. Et nous parlons d'un point de vue situé qui est plutôt européen et plutôt blanc. Et la pornographie, en tout cas l'industrie pornographique, émane de pays plutôt blancs, avec évidemment une forte proportion de production américaine, que ce soit dans les médias mainstream ou bien les médias de la pornographie, bien que dans les médias de la pornographie, je connais pas exactement ce qui se passe. On est en train de donner des instructions en coulisses à Bethel pour pouvoir à nouveau l'avoir avec nous. En tout cas, jusqu'ici, c'était vraiment très intéressant. Et j'avoue que moi aussi, ce PowerPoint m'intéresse beaucoup. Mais tous les PowerPoints étaient très intéressants ce matin. J'en profite pour répondre un petit peu aux questions du chat. Oui, il y aura un replay. Cette matinée sera mise sur une vidéo sur la chaîne YouTube de Crible ASBL. Vous pouvez surveiller notre page Facebook ou bien directement notre compte YouTube lorsque cette matinée sera finie. Je ne sais pas bien exactement quand ce sera. Comme vous pouvez le constater, la technique n'est pas avec nous aujourd'hui. donc, voilà. Bethel, tu es de nouveau parmi nous? Vous m'entendez? Me dit Ben. Oui, on t'entend. Je te repasse la parole. On n'avait plus entendu après fétichisation, mais c'est un mot que tu as répété souvent. Je ne sais pas si ça te permet de le replacer dans ce contexte. Par contre, on n'a pas ton PowerPoint. C'est pas grave, je l'enverrai tout de suite et voilà. Donc je disais la fétichisation, je sais plus exactement donc où ça, enfin je sais pas quand ça a coupé, mais que c'était donc cette manière de percevoir une personne via une caractéristique en fait de son identité et d'associer à cette caractéristique toute une série de stéréotypes. Et la fétichisation va t'accompagner d'une attirance qui va être sociale ou sexuelle sur les stéréotypes en fait. Donc on n'est pas attiré par la personne pour qui elle est, pour je sais pas ce qu'elle fait dans la vie, etc. On va être attiré par la personne parce qu'il y a une caractéristique de son identité qu'on va stéréotyper et qui va nous plaire, et donc c'est ça qui va créer la fétichisation. Et l'exotisation, c'est plutôt donc le fait si on replace dans un contexte plus grand, donc en Belgique on est un pays colonial, et donc à travers la colonisation il y a eu cette idée de l'autre, donc des personnes colonisées, des corps qui ont été colonisés. Et cette idée de l'autre, en fait, on y a associé toute une série encore une fois, de stéréotypes ou quoi que ce soit. Et en fait, quand il y a eu ensuite des flux migratoires, où il y a des personnes qui étaient de pays colonisés qui sont arrivées en Belgique, eh ben, il y a eu cette forme d'exotisation qui s'est mise en place, où la personne colonisée, en fait, était toujours perçue comme autre, était perçue comme ayant une culture particulière, etc., etc. Et l'exotisation, en fait, elle est intéressante aussi dans le fait que même pour des personnes qui sont en Belgique depuis la deuxième, troisième, voire quatrième génération, il y a toujours en fait une projection exotique qui est faite sur ces personnes et sur ces corps. Et pour reprendre l'exemple que Camille disait dans sa présentation, l'Asie, qui est vue comme un grand pays, comme l'Afrique, en fait, qui est vue comme un grand pays, où j'ai mis la petite image là de la personne qui dit mais en fait moi j'adore votre culture, à une personne asiatique, mais en fait voilà, ça ne veut absolument rien dire. Et ça, c'est exactement ce qu'on entend par la l'exotisation, quoi. C'est vraiment le fait de projeter toute une série de choses sur une personne. Je sais pas trop où j'en suis au niveau du temps, j'espère que ça va. Avec les petits aléas, tu as encore 3 minutes. 3 minutes, ok. Alors, donc en fait, la fétichisation et l'exotisation donc, se replacent dans un contexte plus général qui est le racisme. Et dans la pornographie, en fait, nos fantasmes, ils sont
construit aussi par la société. Donc on aimerait bien avoir cette idée de se dire oui, mes fantasmes, mes goûts, mes attirances sont totalement neutres, mais en fait on n'est pas là-dedans. Si on est dans une société qui est raciste, nos fantasmes aussi vont être racistes et vont se coller à toute une série de stéréotypes racistes qui peut résulter notamment de la colonisation. Et donc ce qu'on constate dans la pornographie, c'est qu'il y a principalement, sur le rapport au corps racisé, je vais faire un peu un focus sur trois corps racisés. Donc je vais essayer de faire une petite minute par corps, comme ça j'aurai fini. Où il y a notamment le corps des personnes noires, notamment des femmes noires, où en fait, dans la pornographie mainstream, on retrouve tous les clichés en fait qui ont été créés durant la période coloniale. Donc l'idée que la femme noire a un appétit sexuel qui est démesuré, qui a des organes sexuels qui sont proéminents, et ça c'est pareil aussi pour les hommes noirs, où il y a c'est pas le hashtag que je cherche, mais c'est un peu ça le terme de BBC pour Big Black Cock qu'on retrouve dans la pornographie, donc pour dire les hommes noirs avec un gros pénis. Peu importe en fait la taille du pénis de l'homme, quand il y a un homme noir souvent dans la pornographie, c'est le fantasme qui transparaît avec une sexualité sauvage, etc. Et on retrouve aussi toute une série de stéréotypes sur les personnes arabes, les personnes musulmanes, qui là en fait sont construites autour de ce qu'on appelle l'orientalisme. Donc l'orientalisme, c'est la création de l'Orient par l'Occident. Donc l'Occident a créé une vision de l'Orient, déjà a créé l'Orient et puis a créé une vision de l'Orient qu'on appelle l'orientalisme, qui est extrêmement stéréotypée, avec la représentation d'une femme musulmane qui serait à libérer, et que pour être libérée, eh ben, en fait, il faut que des personnes blanches viennent l'aider. Et dans la pornographie, ça se traduit notamment par des films pornographiques où il y a une femme musulmane qui a une relation sexuelle souvent avec un homme blanc et qui va finir par enlever son voile, et enfin voilà, qui va représenter ce que l'Occident perçoit comme une femme libérée. Et on retrouve aussi toute une série de stéréotypes autour des personnes asiatiques. Donc Camille disait on voyait très peu d'hommes trans. Ben, au niveau des hommes cis, on retrouve très peu d'hommes cis asiatiques dans la pornographie, et je prends vraiment tout pays confondu au niveau de l'Asie. Et c'est pas étonnant non plus, vu que l'homme asiatique a été créé, enfin, son image a été créée par l'Occident comme une personne qui est pas virile, pas masculine, qui n'a pas de sexualité, et donc voilà, c'est pas étonnant. Et pour les autres personnes, principalement les femmes cis, là on retrouve tout le mythe autour de la femme asiatique qui serait soumise, qui serait où on a le stéréotype de la geisha qui est qui n'a pas encore été perverti par le féminisme. C'est un peu ça qu'on retrouve en fait dans l'idée, donc qui serait plus soumise à l'homme, qui serait plus à l'écoute des besoins de l'homme, etc., etc. Et donc, en fait, si on veut sortir de ces stéréotypes-là et de ces catégories-là, c'est intéressant de regarder de la pornographie qui est féministe, qui est queer, et donc qui, en fait, s'enlève du regard d'hommes blancs, cisgenres et hétérosexuels, et de suivre des réalisatrices qui sont des femmes trans, qui sont des personnes racisées, ou alors aller carrément sur des sites où les acteurs et les actrices en fait sont des personnes racisées, mais qui ne sont pas utilisées uniquement en fait parce qu'elles sont racisées, mais juste qui font leur taf d'acteurs et d'actrices. Et donc en fait c'est important d'avoir cette grille
antiraciste et décolonial, parce que pour sortir de l'idée qu'en fait nos fantasmes et la pornographie se veut neutre, en fait la pornographie est située dans son contexte, est à situer dans son contexte et est à situer dans la société dans laquelle se trouve. Et si la société est raciste, la pornographie mainstream le sera également. Et comme c'est une sorte de cycle en fait, hein, la pornographie où c'est un peu nos fantasmes qui alimentent la pornographie et la pornographie qui alimente nos fantasmes et ainsi de suite. L'idée vraiment c'est de briser en fait cette boucle et de sortir de ces schémas sexuels racistes, hétéronormés, etc., etc. Voilà. Merci beaucoup pour vos 3 présentations qui étaient tout à fait complémentaires et très intéressantes. On n'a pas encore eu beaucoup de questions sur le chat, mais n'hésitez pas à contribuer. On passe maintenant à la dernière table ronde, c'est le dernier moment de cette matinée. Alors, pour vos questions, Bethel, Olivier et Camille, n'hésitez pas à remettre vos webcams et vos micros, s'il vous plaît. Et je reprends mes petites questions. Alors, il y avait une question par rapport à l'intervention de Olivier avec H. Bruxelles qui disait qu'est-ce qu'on considère comme pénétratif finalement. Et puis alors Troglodoc qui avait commenté en disant en fait à la fin on peut se demander quelles zones ne sont pas érogènes, ce qui m'avait fait penser à une scène de Indomptable. Non, c'est pas Indomptable. La scène, le film avec Omar Sy. Avec une personne intouchable, voilà, qui est paralysée et qui développe en fait des sensations à d'autres parties du corps. Donc voilà, Olivier, qu'est-ce qu'on considère comme pénétratif finalement? Attends, j'aimerais bien rephraser peut-être la question. Donc, qu'est-ce que sont des zones non érogènes, c'est ça? Il y avait 2 questions. En fait, il y avait une question et un commentaire. Question, qu'est-ce qu'on considère comme pénétratif finalement? Commentaire, en fait, à la fin, on peut se demander quelles zones ne sont pas érogènes, genre toute partie de notre corps qui a des terminaisons nerveuses, finalement, peut provoquer chez nous quelque chose. Oui, tout à fait. Pour les zones érogènes, effectivement, elles sont. En fait, on fait des classifications moyennes en fonction de la population, des observations, et donc effectivement, on a des tendances. Mais en soi, oui, toutes les zones peuvent être érogènes. On est tous fondamentalement très différents, et tout peut être très très érogène. Il y a des personnes pour qui la langue est extrêmement érogène. Et donc ça existe des filles qui me disent ah oui, mais dès qu'on me fait un bisou langoureux, je lubrifie très très vite par exemple, tu vois. On se dit là c'est une zone érogène première. Pour d'autres pas du tout. Et comme je disais tout à l'heure dans l'intervention, moi je connais des hommes qui dès qu'en zone secondaire, mais les tétons sont extrêmement sensibles, pas au début mais en phase d'excitation, ça déclenche. Donc en fait même ces zones premières, secondaires, tertiaires, c'est des généralités qui peuvent être complètement réorganisées en fonction de la personne, parce qu'une zone tertiaire peut être première pour une autre, et également la manière dont le plaisir peut être déclenché est tout autre, parce qu'en fait l'excitabilité du corps c'est pas encore non plus la même chose que la manière dont on peut déclencher en fait un climax ou une contraction, un orgasme ou voilà du plaisir intense. C'est encore 2 choses différentes. Et la première question, à nouveau me la rappeler. Qu'est-ce qu'on considère comme pénétratif finalement? Oui, j'ai fait une analogie, je trouve assez amusante de se dire, évidemment, quand on rentre en contact avec l'autre, on pénètre aussi dans sa sphère, dans son intimité, dans différentes parties de son corps aussi, hein, finalement, la vue inclus. Et donc oui, de manière légale, pénétration, il y a bien un objet dans un orifice. Donc même un doigt, un objet ou quoi que ce soit dans un orifice, quelque part, même au niveau de la bouche, un cunnilingus ou quoi, elle peut être considérée comme pourquoi pas. Voilà, après, je pense que c'était pour éveiller en fait une curiosité et de se dire, oui, effectivement, est-ce que je me comporte de la même manière dans toutes les manières dont je rentre en contact avec l'autre? Mais typiquement, le pénétratif, c'est tous les orifices, c'est le vaginal, l'anal, comme pour la femme, et la bouche, voilà. Mais bon, j'aime bien qu'on ait une approche beaucoup plus vaste. Merci. Alors, une question pour Camille. Tu as dit transvestissement et non travestissement. Quelles sont les différences entre ces 2 termes? Alors, moi, je ne vois pas Camille sur mon écran. Oui, j'avais répondu durant, du coup. Allez. Ah? Il n'y a plus qu'à activer ton micro, Camille, et ce sera parfait.
De dire que c'est la même. Il est activé. Vous entendez Camille? C'est juste moi. Donc c'est la même racine. Voilà, simplement. Au final, c'est juste que l'un remonte un peu plus sur la racine et l'autre pas. Mais transvestissement et travestissement, ça va recouper les mêmes réalités. Et tiens. On a perdu Laetitia. Mon micro était coupé, on va y arriver, excusez-moi. Là, c'est bon. Donc je n'ai pas entendu la réponse de Camille, mais je vois qu'elle y a répondu, donc merci. Alors on a encore une autre question. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup et que tu as soulevé, je pense que ça s'adresse à Bettel. Dans le porno, il y a beaucoup cette image de l'homme noir, sauvage et violent sexuellement, en parallèle avec l'homme blanc, plus doux et moins intense. Est-ce que tu veux rebondir un peu là-dessus, Bettel? En fait, déjà, ce que j'ai un peu expliqué, c'est que dans la pornographie, on retrouve en fait tous les clichés de la période coloniale et de la propagande coloniale. Et en fait, pendant la période coloniale, il a fallu créer en fait une image de l'homme noir comme étant dangereux. Et un des principaux stéréotypes, c'était le fait que l'homme noir est sauvage et est surtout dangereux pour les femmes blanches, donc il ne connaît pas le consentement, etc. Et dans la pornographie, en fait, c'est ce qu'on retrouve. Donc cette image de l'homme qui a une sexualité animale, enfin de l'homme noir en tout cas, qui a une sexualité animale, qui en tant que mec cis a un pénis qui est démesurément grand, alors qu'en fait non, pas du tout. Mais c'est l'idée et le fantasme en tout cas qu'on se fait autour des hommes noirs, et qui en fait c'est en fait ce que je disais dans ma présentation, les fantasmes et les fantasmes et la pornographie ne sont pas issus de nulle part, quoi. Et on est dans un pays avec encore énormément de conséquences liées à la colonisation, et ben ça se retrouve aussi dans les sexualités, dans les relations interindividuelles, dans la pornographie. Une autre question que je te relance immédiatement, qui me paraît très bien rebondir, par rapport à la fétichisation. Existe-t-elle aussi à l'inverse? Des personnes racisées peuvent-elles faire preuve de fétichisme vis-à-vis de personnes blanches ou non racisées? En fait, voir de la fétichisation entre personnes racisées. Il peut y avoir parce que en fait on a tous été éduqués, sociabilisés dans la même société, et donc en tant que personne racisée, on peut en effet avoir des stéréotypes racistes envers d'autres personnes qui sont racisées, et envers des personnes blanches. Il peut y avoir, notamment en fait envers des femmes blanches, c'est vrai qu'il peut y avoir tout le stéréotype de la femme blanche qui serait plus douce et plus fragile que par exemple les femmes noires. Ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver, mais qui, encore une fois, en fait, il faut toujours remettre les trucs dans leur contexte historique, parce qu'en fait, il y a toujours une raison, il y a toujours une explication, et les personnes blanches, l'image des personnes blanches a été créée aussi en opposition à l'image des personnes colonisées et des corps colonisés. Donc en fait, les stéréotypes qu'on va retrouver autour des personnes blanches sont des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus positives, etc. Donc peut-être qu'il peut y avoir un peu de fétichisme autour de ça, mais en tout cas, c'est pas un fétichisme qui s'inscrit dans un rapport beaucoup plus grand d'une domination qui serait
structurel et d'un rapport de pouvoir qui est beaucoup plus important, quoi. Parce que quand même, pour rappeler vite fait, que le racisme anti-blanc n'existe pas, donc on ne peut pas dans la pornographie, c'est un peu la même chose, quoi. Ce que j'allais dire aussi, effectivement, que fétichiser des personnes blanches, c'est un peu comme le racisme anti-blanc, c'est oublier des rapports de domination et l'héritage de notre histoire et oublier d'où on vient. Alors, j'ai une question pour... attends. Tac. Pour, bon, je ne sais pas pour qui. Est-ce que les zones érogènes évoluent avec l'âge au cours de la vie? Pour qui veut prendre? J'ai l'impression que c'est un peu pour Olivier quand même. Oui, ben, j'aurais tendance à dire que on peut. Ah, oui, dis-moi. Camille veut aussi répondre. Vas-y Olivier déjà et puis si Camille. Oui, simplement pour. Mais vas-y. Okay. Oui. Il y a un apprentissage, par exemple, un des exemples. C'est, par exemple, certaines personnes disent voilà, moi le plaisir anal, par exemple, j'aime pas, ou bien j'ai appris à aimer, que ce soit pour un homme ou pour une femme, ou par exemple le plaisir prostatique, ce genre de choses. Et donc il y a quelque chose où l'éveil du corps est en reformatage permanent, et on sait qu'en neurosciences, le cerveau est en reconstruction permanente, il est malléable en train de se recabler en permanence, et le système neuronal du corps, c'est la même chose, c'est aussi un système nerveux qui est en recablage tout le temps. On peut augmenter la sensibilité de ses mains ou la désensibiliser. On sait bien qu'un masseur et un maçon, ils n'auront pas tout à fait les mêmes dextérités et la même sensibilité. Et c'est la même chose pour toutes les zones du corps. On sait qu'on peut rapidement, par la conscience, l'exercice et la sensibilité, éveiller des zones du corps. Donc oui, elles peuvent évoluer, leur sensibilité, leur réactivité, leur potentiel érogène peut évoluer. Et surtout que le corps, par exemple, évolue tout le long de la vie en fonction aussi du bain hormonal. On sait bien que par exemple la vulve, si on prenait une photo de la vulve par exemple toute la vie, on verrait qu'en fait elle évolue. Et que si on faisait une photo tous les 10 ans, par exemple, on pourrait se rendre compte qu'en fait, elle n'est pas figée. En fait, c'est comme un visage qui évolue. Là aussi, en fonction du taux d'hormones, oestrogènes, testostérone et progestérone, ainsi de suite, on voit qu'elle évoluera. Donc, on sait que le corps, en fait, il est aussi en train de grandir, de s'éveiller, de vieillir aussi, et qui va évoluer dans sa sensibilité. Les hommes vieux, par exemple, ont aussi une peau qui devient plus fine, par exemple. Dans les homes, les personnes témoignent qu'effectivement l'andropause est un peu questionnée, mais néanmoins, on observe quand même que la peau des hommes devient plus sensible, plus réactive, plus fragile parfois aussi, par rapport au taux d'hormones qui change avec l'âge. Voilà, par exemple, c'est des éléments d'information. Merci. Camille, tu voulais également réagir sur l'évolution des zones érogènes? Oui, je voulais dire que... Est-ce qu'on entend? Ok, il y a toujours 3 secondes de lag. Si. Donc les zones érogènes peuvent aussi beaucoup évoluer avec les adjonctions hormonales dans le cadre queer. Et elles sont très fort socialement considérées. Je vais couper mon son de... Ok, voilà. Donc, je reprends. Je suis désolé, mais avec l'écho, c'était vraiment affreux. Les zones érogènes, elles évoluent avec l'âge, comme ça a été mentionné, mais par exemple, les personnes qui prennent des traitements hormonaux, ça va faire varier l'épaisseur de la peau, la pilosité, des choses comme ça, et donc la sensibilité, et il va parfois y avoir toute une réappropriation de la sexualité. Et du coup, ça revient par rapport aussi à la question, il me semble, sur est-ce que les zones érogènes sont socialement conditionnées? Oui, en fait, les zones érogènes sont en partie socialement conditionnées par les fantasmes qui sont vus comme mainstream. Et paradoxalement, je trouve parfois que justement, comme dans le cadre des corps queer ou trans, il n'y a pas de modèle type. C'est plus facile de se reconstruire une sexualité sur mesure et de se réapproprier une sexualité variée que dans le cadre des personnes cis qui ont souvent été confrontées à un seul modèle de sexualité et où la déconstruction à ce niveau-là est plus compliquée. Donc voilà.
Merci. Je vais peut-être parler avec un petit délai parce que j'ai des petits soucis techniques. Alors, une question pour Olivier. Où peut-on trouver les informations sur le slow sex, la méditation, etc. Sur le Love Health Center? Ben oui, je m'étais dit, je me dis que je suis un peu frustré comme d'autres personnes en me disant, ben je vais peut-être faire une vidéo plus complète où j'aborderai toutes les thématiques et je donnerai aussi, parce que j'ai pas eu le temps de faire des slides, mais des informations aussi écrites. Je pourrais donner des informations sur les zones érogènes, des visuels, des informations sur la pleine conscience et le slow sex. Oui, je ferai ça. On a prévu de toute façon dans l'organisation, on a récupéré tous les liens qui sont dans le chat et surveillez la page Facebook de l'événement. On partagera un document Drive partagé où toutes les ressources qui ont été citées par les intervenants et intervenantes seront citées. Il y a la même question pour Bethel, d'avoir des liens à partager pour avoir plus d'informations. Et alors, il nous reste 1 minute, un petit peu moins. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, ce serait peut-être une petite question où j'aimerais bien que chacune d'entre vous y réponde. Mais en fait, qu'est-ce que la pornographie ne dit pas et que vous voudriez vraiment, dont vous devriez vraiment nous parler aujourd'hui? De quoi elle est le reflet de ce qu'on doit avoir conscience? Question très large. Oh, je vois que ça vous fait réfléchir. Camille, j'ai l'impression que tu peux être prête à répondre. Moi, j'aurais tendance, voilà, ma passion, c'est le sexe. Parce que tu as très fort confiance en mes capacités d'improvisation, ça. En plus, pour moi, qu'est-ce que la pornographie ne dit pas et qu'est-ce qu'elle nous montre? C'est un peu des questions diamétralement posées. Je crois que ce que la pornographie ne nous dit pas, c'est que tout en ouvrant les cases, elle en recrée d'autres. Et quand on est un peu dans ce paradoxe constant, où en fait la pornographie ouvre plein de perspectives et qu'elle les cadenasse en simultané, et que la pornographie aussi fait encore trop souvent malheureusement la passe sur le versant relationnel, même si il y a assez régulièrement, en particulier en ce qui concerne le BDSM par exemple, des vidéos où les acteurs et actrices font du care et un feedback après, et le feedback est inclus dans la vidéo. Et de ce côté-là, je trouve que c'est assez intéressant. Mais voilà. Après, j'ai envie de dire, le porno fait l'impasse parfois sur le relationnel de la même manière que les phrases peuvent le faire, malheureusement. Merci. Bethel? Aussi en fait que la pornographie mainstream en tout cas peut parfois être extrêmement centrée sur le rapport sexuel et la pénétration et en fait ne montre pas tout ce qu'il peut avoir avant, tout ce qu'il peut y avoir après et ne montre pas aussi tous les moments qui peuvent être drôles aussi en fait dans les sexualités et les fluides oui, et en fait c'est moncler.com. Et les fluides corporels et le care et en fait la pornographie pour moi ne montre pas qu'elle n'est pas neutre comme elle prétend l'être. Donc elle ne montre pas qu'en fait elle s'inspire d'une époque, qu'elle s'inspire d'une société, qu'elle s'inspire d'un contexte et elle arrive juste comme ça en un bloc et en prétendant voilà que ça sort de nulle part et c'est faux. La pornographie n'est pas universelle comme les identités européennes. C'est faux. Excusez-moi, c'est un petit sarcasme. Merci beaucoup. Olivier, je ne sais pas du coup si tout à l'heure mon son avait coupé. Est-ce que tu as pu répondre également à la question? Non. En fait, moi, je pense, mais ça va venir, elle ne le dit pas encore, mais en tout cas, moi, j'ai pas encore vraiment trouvé de scénario slow sex dans les valeurs du slow sex, mais ça parle beaucoup d'intériorité et de conscience de soi, donc c'est pas aussi évident à mettre en place, mais j'espère que ça va arriver. La même chose pour les différents types d'orgasmes et les manières de les vivre. Il y a peu de témoignages, c'est plus des documentaires, je pense, qui vont arriver que du vraiment porno habituel. Et le côté relationnel, effectivement, on sort un peu à quelque chose du contexte. Et en fait, on dit pas comment on peut y arriver. En quoi c'est vraiment, voilà, on donne du sucre en fait pour dire voilà, c'est appétitif. Mais en fait, comment on peut y arriver? Quel adulte vit vraiment ça comme ça? Et quels sont les outils pour y arriver? Je pense qu'il y a beaucoup de frustration là derrière parce qu'on pense que c'est simple et facile d'accès pour tout le monde. On peut y arriver, c'est beau, c'est fabuleux, c'est génial. Mais ça demande effectivement un travail relationnel. Il y a quoi
Annie qui dit sur le chat de Twitch qu'en plus il faut payer souvent pour avoir des choses qui ne sont pas mainstream, et donc ça c'est tout à fait vrai. Ce qui est oppressif est en libre accès, et ce qui est engagé en général demande du financement. Je dois vous couper malheureusement parce que le temps passe. Je vous remercie vivement pour toutes ces interventions. On aimerait bien organiser une conférence de 2 heures avec chacun et chacune d'entre vous individuellement. Je vais vous partager maintenant un petit book-clap pour... Je partage. Hop là. Alors, attendez. Je vais partager mon écran. Onglet Chrome. Hop là. Normalement, Ben également a partagé ça. Je pense que tout le monde le voit. Donc, à vos smartphones, normalement, vous allez sur WooClap et vous tapez ces petites lettres. Elles ont également été partagées dans le Twitch. Donc, je vois que c'est bon. Mais je ne vois pas encore de réponse. En fait, Comment faire? Est-ce que je dois lancer instructif? Wow, plus qu'intéressant. Ça commence à arriver, en tout cas sur mon écran, et puis sur le Twitch bientôt aussi. On a accepté. Hot, passionnant, riche, vraiment très intéressant, qui revient plusieurs fois. Waouh, tous ces mots qui arrivent. C'est super. En tout cas, merci beaucoup pour toute votre présence et votre participation. Je crois qu'on a fait un pic à un moment donné à 555 personnes sur le Twitch. Pour rappel, nous avons des ateliers cet après-midi qui étaient uniquement sur inscription sur Zoom. Si vous avez eu des soucis, n'hésitez pas à nous envoyer un message via Facebook ou les mails de nos associations respectives. Normalement, tout est bon. Nous mettrons cette vidéo plus tard sur le compte YouTube de Crible ASBL. Encore un grand merci à tous nos intervenants et intervenantes de la matinée. Ludivine Demol, qui est chercheuse française sur les questions de vie sexuelle et d'adolescence. Arnaud Zervaux, qui est psychologue au centre Nadia à Liège, Aris Sanchez qui est TDS et membre du collectif Utsopi, Olivier Mageren qui est fondateur du Love Health Center à Bruxelles, Camille Warnier qui travaille pour les chefs, qui est psychologue sur le terrain, et Bethel Mabille qui est militante queer sur l'antiracisme. Je pense qu'on arrive à la fin du WooClap et donc nous avons un mot qui ressort intéressant, enrichissant, instructif. Je vous remercie beaucoup de cette matinée et je rappelle que donc il y a les activités de cet après-midi, et si jamais vous souhaitez voir un autre colloque comme ça, voilà, nous, si on a suffisamment de retours positifs, on a juste une envie, c'est d'en organiser d'autres et aller plus en profondeur sur toutes ces thématiques. Je vous dis à tout à l'heure à partir de 13h sur Zoom. À bientôt, merci beaucoup à vous.